La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du vendredi 30 août 2024. Il s'appelle ce matin « Tout est sous contrôle » avec un point d'interrogation. Les marchés actions ont franchi avec succès les deux principaux écueils de la fin du mois d'août, le symposium de Jackson Hole et les résultats de Nvidia. Les regards vont désormais se tourner vers les ultimes données sur l'économie américaine avant la probable première baisse de taux du cycle de la Fed qui est prévue dans 3 semaines. Du côté de la Chine ce matin, les autorités ont l'air décidées d'en faire un petit peu plus pour relancer la machine. Voilà ce qui va nous occuper aujourd'hui en plus d'un mini bilan haussien que je vais vous délivrer un petit peu plus tard. L'agitation autour des résultats de Nvidia en milieu de semaine n'a pas fait de dégâts collatéraux. C'est ça le principal enseignement de la journée d'hier. L'action de la société a quand même perdu 6,4% en clôture après avoir annoncé de bons résultats mais des perspectives un petit peu moins impressionnantes que prévu. Il est vrai que ce recul a empêché le Nasdaq 100 et le S&P 500 de terminer dans le vert, mais à une courte majorité. Mais en tout cas, ça n'a pas contrarié le reste du marché, en particulier un Dow Jones qui a encore battu un record hier soir. Double enseignement donc, malgré les atermoiements d'hier, la narration sur les bienfaits supposés bien sûr de l'intelligence artificielle sur les performances futures des entreprises n'est pas cassée, et 2, le reste de la cote a quand même été capable de se débrouiller sans le bruit lié à Nvidia, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. De façon plus simpliste, la publication de Nvidia, même accueillie négativement, a évacué une partie des angoisses du marché qui a pu se reconcentrer sur son autre centre d'intérêt. Et là je veux parler des données qui montrent que l'économie américaine reste robuste, mais un petit peu fragile quand même pour que la Fed baisse ses taux. En effet, les chiffres hebdomadaires du marché du travail, la nouvelle estimation du PIB du second trimestre et les stocks des grossistes, tous publiés hier, sont restés dans la zone compatible avec le scénario boucle d'or, c'est-à-dire le scénario préféré du marché. Le scénario boucle d'or, il est ni trop chaud ni trop froid, il est juste bien comme le bol de gruau du petit ours dans le conte Boucle d'or et les 3 ours. Rassurez-vous, je n'ai pas consommé de champignons hallucinogènes, c'est comme ça aussi qu'on appelle ce scénario aux États-Unis. Donc toute cette belle tiédeur conjuguée à un ralentissement de l'inflation devrait permettre à la Fed de commencer à réduire ses taux en septembre, c'est le truc que tout le monde attend. L'inflation justement, on va en parler pas plus tard que cet après-midi puisque les prix PCE de juillet seront annoncés à 14h30. Cette mesure de l'inflation qui est réellement payée par les ménages aux États-Unis est suivie de très près par la Fed même si elle concerne des prix qui datent du mois de juillet. Les économistes pensent que cette inflation PCE a atteint 0,1% entre juin et juillet ou 0,2% en ce qui concerne l'inflation de base qu'on appelle l'inflation core. Si on reste dans cette limite, tout devrait bien se passer. Ce qui est sûr, c'est que cette statistique et celle qui sera publiée le 6 septembre prochain sur le marché du travail aux États-Unis en août sont considérées comme les deux plus importantes des jours à venir pour confirmer une réduction des taux directeurs américains le 18 septembre. Allez, maintenant comme le mois d'août touche à sa fin et qu'il va falloir retourner dans la grisaille du quotidien, nous allons dresser un premier bilan boursier. Et là, on est confronté à un petit paradoxe. Si on regarde en surface, on a l'impression qu'il ne s'est pas passé grand-chose sur les marchés actions au mois d'août. Mais dans le détail, c'est quand même un petit peu plus rock'n'roll, on va voir ça tout de suite. Alors au matin de la dernière séance du mois d'août, on a des performances qui sont relativement disparates selon les indices. En Europe par exemple, l'indice large Stoxx Europe 600 gagne 1,2% sur le mois. C'est une performance qui est très proche de celle du S&P 500 américain qui est aussi à environ 1,2% de hausse sur le mois. Mais on a aussi d'autres variations comme le MSCI China qui est légèrement baissier ou le Topix japonais qui accuse un retard de 3,3% même s'il a remonté la pente depuis le trou d'air du début du mois. Et oui, parce que ces variations cachent en fait une forte volatilité. On a eu un plongeon au début du mois d'août, généralement compensé par la suite. Par exemple, du côté du Stoxx Europe 600, on a signé un record hier après une hausse de 9,2% entre le 5 et le 29 août, mais l'indice avait perdu 7% entre le 31 juillet et le 5 août. Même sorte de configuration pour le S&P 500 aux États-Unis, moins 8% en ligne droite entre le 1er et le 5 août, puis 9,2% de hausse depuis le 5 août jusqu'au 30 août donc. Il faut donc se méfier de l'eau qui dort, et si ce soir les deux indices larges occidentaux affichent un bilan mensuel modérément positif, eh bien ils auront connu des variations considérables pendant le mois. À ce titre, les secteurs qui ont le mieux fonctionné en Europe en août sont dans l'ordre la santé, la consommation cyclique grâce au luxe notamment et la technologie. Du côté des États-Unis, c'est un petit peu différent. Le podium comprend l'immobilier et la consommation de base. Ça, ce sont deux secteurs qui se comportent bien quand une baisse des taux se profile. Et on a aussi la santé dont les vertus défensives sont appréciées aux États-Unis comme en Europe.
Pour finir la semaine et le mois donc, l'Asie-Pacifique a sorti son costume vert, le Japon, l'Australie, Taïwan et l'Inde progressent d'un peu moins de 0,5%, la Corée du Sud gagne 0,8%, mais c'est la Chine qui brille en fin de semaine avec ce qui pourrait enfin être une réponse importante des autorités aux problèmes économiques du pays. Pékin envisagerait en effet une vaste campagne qui permettrait aux ménages de refinancer leur crédit immobilier à des taux plus faibles dans les semaines à venir. Ça permettrait de relancer la consommation et de soutenir les promoteurs. Alors c'est Bloomberg qui a sorti la rumeur en précisant que ce projet porterait sur 5400 milliards de dollars de prêts hypothécaires. L'objectif est de permettre aux Chinois de renégocier leurs prêts plus rapidement que prévu puisque les banques attendent généralement le mois de janvier dans le pays pour appliquer les assouplissements monétaires de la Banque centrale. Le marché accorde en tout cas un certain crédit à cette rumeur, c'est la raison pour laquelle Hong Kong et Shanghai progressent de 1,8% environ ce matin au cours de la dernière séance de la semaine. Côté indicateurs avancés européens, on est un peu comme ces derniers jours, on est hésitant mais on regarde plutôt vers le haut en préouverture. Dans l'actualité des sociétés, en commençant par la France, Essilor-Luxottica a émis 2 milliards d'euros d'obligations à 4,5 ans avec un taux de 2,875% et à 7,5 ans avec un taux de 3%. LCM Partners se joindrait à KKR pour acquérir un portefeuille de prêts de 2,1 milliards de dollars auprès d'Orange Bank. La Serbie va acheter 12 Rafales à Dassault Aviation. Fitch a confirmé la notation crédit BBB- de Kaufman & Broad et Mediant Technologies a annoncé des résultats positifs pour son outil d'IA contre le cancer du poumon. Côté résultats des entreprises, on a 3 valeurs moyennes qui ont publié, Plastivaloir, Ramsay Général de Santé et Bastide. À l'international, sur le marché européen, Brookfield est en pourparlers avec des fonds souverains pour se joindre à l'offre d'acquisition de Grifols aux dernières rumeurs. Les activités d'ASML en Chine sont soumises à de nouvelles restrictions de la part des Pays-Bas, c'est ce qu'a révélé Bloomberg hier, même si l'impact sur le titre a été assez modeste. Iberdrola envisagerait de vendre ses activités à Taïwan et au Vietnam, et Nokia a affirmé n'avoir rien à annoncer après les rumeurs d'une vente d'actifs dans le domaine des réseaux mobiles. Ça se corse du côté de ThyssenKrupp, les dirigeants de la division acier ont démissionné alors que la crise s'intensifie. Moody's a modifié la perspective de la note de Castellum à positive en raison de la bonne performance opérationnelle de la société et on a des résultats en Suisse, notamment ceux d'EMS Chemie ou encore de compagnies financières Tradition. Par ailleurs, Roman d'Énergie a abaissé ses tarifs d'électricité et Jungfrau-Bahn Holding a nommé un nouveau directeur général. Sur l'agenda des publiés en Europe, on a CPI Property Group, Ackermans, Ambu, Strabag, compagnie financière Tradition ou encore Recticel aujourd'hui. Du côté de l'Amérique du Nord, on a des sociétés qui ont publié après clôture, des résultats qui ont été bien accueillis. C'est le cas notamment de MongoDB plus 13%, de Marvell plus 7%, d'Autodesk plus 5%, de Lululemon plus 4% et de Dell plus 3%. Du côté inverse, c'est-à-dire des sociétés qui ont publié des résultats mal accueillis, on a Elastic qui perd 24% et Ulta Beauty qui perd 7%. Grosse actu sur Intel qui plancherait avec Goldman Sachs et Morgan Stanley sur une solution radicale pour enrayer son déclin selon Bloomberg. Apple et Nvidia envisageraient pour leur part chacun de leur côté d'investir dans OpenAI selon le Wall Street Journal et Alimentation Couche-Tard chercherait à obtenir le soutien des fonds de pension canadiens présents à son capital pour l'offre sur Seven & i. L'entreprise commune entre Lockheed Martin et RTX a obtenu de l'armée américaine un gros contrat de 1,3 milliard de dollars. Le tribunal des faillites américain approuve l'offre de rachat des actifs de SunPower et Google annonce la construction d'un centre de données en Uruguay. En Asie-Pacifique et ailleurs, Rio Tinto, BYD et LG Energy sont éligibles au projet de lithium Alto Andinos au Chili. Les fonds spéculatifs pourraient perdre des milliards à la suite de l'effondrement des actions de PDD Holding, le propriétaire de Temu, et Mitsubishi Electric approuve un rachat d'actions d'un montant maximal de 30 milliards de yens. Voilà, ce point de marché est terminé, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et un très bon week-end.